Bonjour, eh bien, voilà, j'ai le plaisir de démarrer cette présentation. Je suis Isabelle Péurtic. J'appuie sur quoi? Non, celle-là. D'accord. Euh, D'accord, je vais tout de suite appuyer. Il n'y a rien qui marche. Donc, je dirige Actes Sud Junior depuis 1 an. Auparavant, c'était Thierry Magnier, ici présent, qui avait la charge de ce département. Et donc, Actes Sud Junior a maintenant 25 ans quasiment. 25 ans, ça permet d'avoir un catalogue assez vaste déjà. On a un fonds qui est assez complet, qui permet d'aller aussi bien vers l'album que vers le documentaire, vers le roman, la BD, la petite enfance, le livre CD. Écoute, oui, je veux bien. Et donc, moi, j'ai voulu faire quelque chose qui ne soit pas exhaustif. J'ai voulu vous montrer un peu à l'instant où on est maintenant, ce qui, pour moi, émerge de ce catalogue. Les choses qui, pour moi, semblent importantes à savoir, notamment si on veut travailler le fond, parce que pour nous, c'est très important que nos livres vivent. Oh, merci. Que nos livres vivent dans les librairies longtemps. Un livre jeunesse, pour moi, c'est pas quelque chose qui a une pérennité brève. Enfin, je ne sais pas si ça se dit vraiment. Un livre jeunesse, c'est quelque chose qui doit se transmettre de génération en génération. Alors même si ça s'inscrit, on va voir dans la présentation que ça s'inscrit parfois vraiment dans une époque. Notamment pour les albums, on peut souvent trouver beaucoup d'intemporalité. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer, parler aussi un peu des thématiques qui nous traversent et qui nous préoccupent, et puis des auteurs, faire un focus sur nos auteurs, parce que finalement, les livres, c'est les auteurs qui les écrivent, les illustrent, les dessinent, les inventent. Et nous, on est là pour, voilà, on est là pour faire la cuisine qui est derrière. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par voilà, des albums. Donc, les albums qui sont chez nous prédominants. Donc, il y a les albums d'Antoine Doll et Bruno Salamon, le monstre du placard. Donc, je vais y revenir après. Mais c'est voilà, c'est un monstre que vous connaissez, qui a beaucoup de tendresse, de malice, quelquefois qui est un peu faux cul aussi, et voilà, qui se décline maintenant en 4 albums, puisque le dernier, Le monstre du placard est amoureux, va bientôt arriver chez vous. On a je voulais parler aussi de La Grande École, album de Nicolas Mathieu et de comment s'appelle-t-il? Pierre-Henri Gaumont, merci Caroline. Parce que là, c'était aussi montrer comment on travaille sur pour réunir des auteurs et des illustrateurs. Et c'est le cas aussi pour Antoine Doll et Bruno Salamon, puisque voilà, ce qui nous importe, nous, c'est de faire correspondre un texte avec une image, des textes avec des images, faire en sorte que tout ça fasse une œuvre, fasse un tout. Et souvent, c'est la rencontre entre un auteur et l'imaginaire d'un auteur et l'imaginaire d'un illustrateur qui crée cette magie. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire de cette cuisine, entre guillemets, en partant de 2 imaginaires différents qui fusionnent et qui donnent quelque chose souvent d'assez magique. Voilà. Et donc le troisième, donc La Grande École, qui était au départ un petit post de Nicolas Mathieu sur Instagram où il parlait de ce que ça faisait d'être un père dont le fils entrait pour la première fois à l'école primaire. Ça a donné un album où l'imaginaire prend la place, où la tendresse aussi est très importante. Et c'est aussi pour nous très, très important de parler de ces petites choses du quotidien, de ces petites choses qui lient les parents et les enfants. Et c'est quelque chose qui traverse aussi notre catalogue, qui traverse aussi notamment dans Maman à l'école, je l'ai mis parce que ce n'est pas un album récent, mais c'est un album qui marche toujours bien et je le trouve assez représentatif de notre travail. Donc là aussi, c'est un duo, c'est Pauline Martin et Éric Veillé, qui travaillent tous les deux sur ces notions effectivement d'humour, de décalage, mais aussi empreinte de tendresse. Où là, effectivement, la maman se retrouve sur les bancs de l'école parce que sa fille ne veut pas la quitter. Et on voit effectivement ce que ça crée, les situations que ça crée et qui nous font rire et qui permettent aussi, quand on les lit aux enfants qui doivent affronter ce moment un peu terrible, de pouvoir le vivre un peu mieux aussi. Alors, je vais essayer. Voilà. Wow, ça marche.
Alors là, ce sont des albums qui sont écrits et dessinés par une seule personne. Ce sont des auteurs, des illustrateurs qui ont leur univers et qui ont voilà, pris le parti, qui ont fait le pas d'écrire ou de ne pas écrire, parce qu'il y en a un dans le tas qui n'a pas de texte, mais enfin, en tout cas, qui s'assument à plein dans leur univers à eux et qui ne se mélangent pas. Donc, le premier, c'est Arbre, c'est un livre-objet que vous connaissez, je pense, voilà, qui est un peu dans toutes les librairies, d'Amandine Laprin, que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois effectivement joli à regarder, mais en même temps, il emmène dans le cycle des saisons, dans ce rythme comme ça qui traverse la nature et qui nous lie aussi à la nature, qui fait qu'on passe, alors j'espère que ça va pouvoir durer longtemps comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de saisons. Mais, mais en tout cas, ça peut s'inscrire dans ce qu'on connaît, nous. Les fleurs du printemps, la neige en hiver, la pluie, tous ces éléments météo qui traversent le temps et dans lequel les êtres vivants évoluent. Donc, c'est un peu un ode au vivant. Il y a des animaux, il y a un petit écureuil, il y a des oiseaux, et il y a des enfants aussi qui, à un moment donné, vont cueillir les cerises sur l'arbre. Le deuxième album, c'est celui de Sébastien Morin, qui jusqu'ici n'écrivait pas d'album. Il se contentait d'illustrer le travail des autres. Il en a fait beaucoup avec David Ecali notamment. Et puis, il a commencé avec Hector et Louis. Et puis, il nous a offert le Grand Voyage de Flamingo cette année, qui est l'histoire de cette bouée un peu défraîchie qui, d'un seul coup, s'envole et va faire un très long voyage qui va un peu lui donner une nouvelle vie. C'est un peu un message voilà, d'espoir, d'optimisme, et puis aussi, voilà, on voyage, on rêve, et on voit que les bouées, elles aussi, ont une âme. Le troisième, c'est un album qui a eu beaucoup de succès, l'album de Yukiko Noritake. Junko. Non, Yukiko Noritake. On s'en mêle dans les japonaises. Forêt des frères, donc qui raconte pas beaucoup de choses d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais qui de page en page nous montre un endroit qui est colonisé, enfin qui est habité, on va dire, d'un côté et colonisé de l'autre par deux frères, puisque le premier va juste voilà, mener une vie de sobriété à la Pierre Rabhi. Et le second va voilà, créer une ville, faire venir des gens, construire des immeubles. Et voilà, c'est un album qui montre un peu comment le point de vue, le mode de vie a un impact aussi sur les milieux naturels. Et puis le dernier, c'est donc de Junko, Shibuya, la tournée du facteur voyageur. Et j'aime beaucoup ces petits albums qui parlent des animaux, qui sont à la fois poétiques et ludiques, qui permettent vraiment aussi aux petits, plus petits, d'apprendre à reconnaître les animaux. Un auteur qui est très important pour nous, c'est Olivier Tallec, un auteur illustrateur, mais bon, on peut dire que c'est un auteur Olivier Tallec, puisqu'il conçoit, je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Olivier Tallec, en fait, on se demande toujours. Il conçoit des livres qui nous surprennent toujours et qui nous font rire souvent, ou voilà, les deux peuvent se dire aussi. Le dernier, donc, le livre des arbres et des plantes qui reste à découvrir. Non, c'est un imagier je pense que vous l'avez tous dans vos librairies. Enfin, en tout cas, je l'ai vu partout et ça nous fait plaisir. Et voilà, c'est un magnifique, c'est à la fois un livre sur la nature finalement, mais c'est la nature qui se crée, qui se renouvelle. Et puis c'est aussi je peux faire le lien avec l'idée de Francis Allais de recréer une forêt primaire, mais finalement la forêt primaire d'Olivier Tallec, enfin la forêt de Francis Allais, ça pourrait être aussi un peu ça, c'est-à-dire une forêt où il y a des arbres à peigne, où il y a des arbres qui vous parlent dans le creux de l'oreille, des choses comme ça. C'est là que la nature et l'imaginaire se rejoignent. Et c'est aussi le cas chez Périnil, justement. Voilà, j'ai mis un de ces albums un peu au hasard, caché dans les rêves, mais ils ont un peu tous cette même intention, c'est s'immerger dans un monde où la nature devient un peu onirique, devient quelque chose de beau, devient un décor finalement, et dans lequel on va aller chercher plein de petits détails, dans lequel on va se plonger, s'immerger. Et finalement, c'est très. On peut
je trouve, faire ce lien comme ça entre le travail de Péguinil et celui d'Olivier Tallec, c'est là qu'ils se rejoignent, je le trouve. Alors, voilà, on ne pouvait pas parler on pouvait pas faire une présentation du catalogue d'Actes Sud Junior sans parler de Jean-Michel Le Caribou. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure, hein, puisque je vais parler des auteurs. Mais bon, Jean-Michel, c'est un héros voilà, c'est un héros contemporain, c'est un héros qui nous ressemble. Il a des coups de mou parfois, il peut avoir de l'humour, il est plein de tendresse, il aime beaucoup sa fiancée. Et puis, il est toujours prêt à aider les gens. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, pour nous, est un ami de longue date, on va dire, Jean-Michel. Les Kikois, je ne vais pas non plus revenir sur Olivier Tallec, parce que c'est quand même la star, mais c'est un peu la star du catalogue. Et voilà, les Kikois, c'est aussi l'art de mélanger des personnages qui sont à la fois il peut y avoir des petits-enfants, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des choses qui ressemblent à rien, mais qui quand même sont des personnages, et tous ces personnages se rejoignent, et tous ces personnages sont dans des situations incongrues, et des questions se posent que personne ne se poserait, sauf Olivier Tallec. Mais finalement, les enfants, quand ils lisent ça, s'approprient aussi beaucoup ces questions. Et j'en rêvais depuis longtemps, oui. Oui, tout à fait. Il y a un dessin animé des Kikois qui va sortir sur Gulli, je crois. Non, c'est France Télé. Et puis, donc j'en rêvais depuis longtemps. Là aussi, c'est un album qui a marqué ces 2 dernières années, puisque là aussi, Olivier Tallec a pris le parti de renverser les choses et de changer le point de vue. Et puis, c'est toujours intéressant de changer son point de vue. C'est quelque chose, nous, qu'on aime beaucoup faire avec nos auteurs. C'est se déplacer un peu. Et là, quand on voit les choses autrement, là, c'est effectivement finalement, et ça, on s'en aperçoit qu'à la fin du livre, que c'est le chien qui parle et pas l'enfant. Eh bien, le monde prend une autre couleur, une autre teinte. Alors, les documentaires, c'est une partie importante de notre catalogue. C'est une partie à laquelle on tient. Parce enfin moi j'y tiens beaucoup, parce que je me suis occupée des documentaires pendant longtemps, je m'en occupe encore. Et ce sont des livres qui pour moi sont importants d'abord parce qu'on y apprend des choses, mais aussi surtout parce qu'ils nous ouvrent les yeux sur le monde, qui nous permettent de décrypter les choses, qui nous permettent d'aller au-delà des lieux communs, des choses qui nous semblent évidentes. Ça nous permet vraiment de se poser des questions. Et c'est aussi l'idée qu'on a quand on publie des documentaires chez Actes Sud, c'est qu'on ne va pas donner forcément toutes les réponses, parce que d'abord, on ne les a pas, et puis il n'y a pas une seule réponse. Mais surtout, l'idée, c'est de s'interroger, c'est de se demander qu'est-ce qui est bien là, à un instant T, et qu'est-ce qui pourrait être mieux. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre en avant ces 2 atlas de Jessie Magana et Laure Flavigny, qui ont été faits aussi avec Aurélie Boissière et Séverine Assous pour le premier, celui de gauche, et Julien Billaudot pour celui de droite, à l'illustration. Parce que ce sont des atlas. Alors, donc, le premier, Comment va le monde, c'est un atlas géographique, politique, sociologique. C'est un atlas qui nous dit comment va le monde, c'est-à-dire comment va la nature, comment les liens se créent à travers les réseaux Internet entre les gens, comment va la guerre, et elle va bien, merci, comment va la culture. Voilà, toutes ces questions qui sont posées en 24 ou 25 cartes, non plus, 30 cartes, et qui nous donnent comme ça une photographie immédiate de ce qu'est notre monde actuellement, en tout cas de ce qu'il était. C'est un dessous des cartes juniors, mais pas que, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'adultes qui s'en sont emparés et qui aiment beaucoup s'y plonger. J'ai vu des étudiants aussi s'en servir. C'est vraiment extrêmement utile, extrêmement pratique. D'autant plus qu'il n'y a pas de... Voilà, ça ne déborde pas de légende, c'est juste des petits pictogrammes qui permettent de regarder un peu les thèmes
de regarder un peu les thèmes, de trouver les thèmes dans les cartes, pardon, je vais y arriver. Voilà, et c'est le même principe qu'on a pris pour l'Atlas d'histoire d'où vient la France, où là aussi on voulait raconter ce qu'était ce territoire sur lequel on vit, qui est aussi une nation, qui est aussi un peuple, et comment il s'était construit à travers les siècles depuis la préhistoire, depuis le néolithique. Et comment flux de population après flux de population, conflits, famine, guerre de religion, rois, révolutions successifs, comment on en est arrivé au point où on en est aujourd'hui, et comment tout ça fait que cette chose qui est finalement assez artificielle, qui fait voilà, qu'on est déterminé dans un cadre géographique avec une frontière, et qui fait que maintenant, en 2021, ce territoire s'appelle la France. Il ne s'est pas toujours appelé comme ça, il n'a pas toujours eu cette forme-là. Et ça, c'est important aussi de le découvrir. C'est important aussi pour décrypter certaines choses qu'on entend dans certains partis, notamment. Et ça permet de donner des arguments. Et c'est ça aussi qu'on a envie de faire à travers les documentaires, c'est de trouver des choses intelligentes à dire, à répondre quand on entend des conneries. Hein. Ça permet aussi d'avoir les arguments. Voilà, je continue parce que... pardon. Merci. Il y a un thème qui nous occupe particulièrement chez Actes Sud Junior, c'est la nature, l'environnement. On n'est pas chez Actes Sud pour rien. Le vivant, ça nous intéresse beaucoup, et de plus en plus. Et donc, on n'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre catalogue. Donc, j'ai voulu là aussi montrer la façon dont on peut traiter ces thématiques-là. Et on peut les faire de plusieurs façons différentes. Dans Sous la mer, on parle de la mer, justement, mais la mer qui a été telle qu'elle a été découverte au fil du temps par les hommes et explorée par les hommes. C'est plutôt le rapport des hommes avec ces milieux dans lesquels, jusqu'à finalement, il y a 2 ou 3 siècles, personne n'allait sous la mer. Les gens n'allaient pas, sauf peut-être en Polynésie, des pêcheurs de perles. Mais finalement, c'est un milieu qu'on a commencé à explorer récemment, et dans lequel on a découvert, enfin, qui nous a aussi donné des clés pour comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passait sur Terre. Et donc, ça raconte un peu l'histoire de cette découverte et cette occupation, ou voilà, comment peu à peu les hommes descendent de plus en plus profond dans les fonds marins, et puis ils cherchent même le moyen d'y habiter. Les animaux des mondes perdus, là c'est un livre de Damien Laverdun et Hélène Rachka, j'ai voulu le mettre parce qu'on a fait plusieurs albums avec eux qui ont été des albums importants. Donc le premier, Petite et grande histoire des animaux disparus, a été un peu un déclenchement pour nous dans le travail qu'on a pu faire sur le documentaire, dans la forme notamment. Et là, donc, les animaux des mondes perdus nous parlent de fossiles, de ce qui a priori n'est pas hyper sexy, mais c'est surtout la manière dont ils nous expliquent comment travaillent les paléontologues, et comment on a représenté ou pas, enfin comment on s'est amusé à représenter des animaux dont on n'avait aucune idée à quoi ils ressemblaient, en fait, à travers le peu d'éléments qu'on avait au fil des siècles. Les dinosaures, ils avaient des poils, et puis finalement, bon, on s'est aperçu qu'ils ressemblaient plus à des oiseaux, donc finalement, ils auraient peut-être dû avoir des plumes. On n'avait aucune idée des couleurs qu'ils pouvaient avoir. Et puis, au fil du temps, ces représentations ont évolué. Et finalement, maintenant, on sait qu'on ne sait pas grand-chose, et ça donne finalement une certaine liberté dans cette représentation-là. Les droits des animaux, là, c'était une autre façon de parler aussi des animaux. C'était sur l'angle plus juridique, ou l'angle du droit, qui est aussi important, parce que c'est une question qui évolue et qui est très présente maintenant. Donc, je trouve que c'est aussi une manière d'entrer dans le monde animal par un autre angle. Et c'est aussi le plaisir qu'on a, c'est de trouver un angle d'attaque et puis rentrer dans le documentaire de cette manière-là.
L'extraordinaire machine du climat, là, c'est aussi un thème qui est très important actuellement. On l'a abordé non pas sous l'angle catastrophique, mais juste sous l'angle scientifique, juste pour comprendre ce que c'est que le climat et comprendre comment, comment de millions d'années en millions d'années, il a évolué jusqu'à maintenant et comment notre action en tant qu'humain, finalement, a eu encore plus d'importance actuellement qu'elle en a eu précédemment. Poulorama, là, c'est un documentaire qui parle des poules. Je ne vais pas m'étendre plus, c'est un documentaire sur la vie, les races de poules, comment elles vivent dans un poulailler, toutes les formes d'œufs qui peuvent exister. Et voilà, c'est une immersion chez que j'aime beaucoup, voilà, qui a été faite par trois auteurs illustrateurs italiens. Et on aura une suite l'année prochaine avec le cochon. Voilà. Un arbre, une histoire. Là, c'est aussi une façon d'aborder le milieu naturel par le biais du conte, par le biais du récit, pour montrer que là aussi, l'homme et la nature sont absolument liés intimement dans leur vie. Et c'est ce que cet album de Cécile Benoît, qui est magnifiquement illustré par Charlotte Gasteau, essaye de montrer. C'est un plaisir à regarder. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous engage vraiment à le prendre. Mille et une abeilles, c'est un album de Joanna Ježek. Je sais que ça s'écrit Rzezak, mais on dit Ježek. Elle est polonaise et on a son troisième album là qui vient d'arriver, Mille et un poissons. Joanna prend plaisir, elle, à se mettre à la hauteur des animaux qu'elle représente. Donc là, les insectes, on a fait les fourmis et les poissons suivent. Et voilà, elle se met vraiment un peu à la microcosmos, à la hauteur d'un brin d'herbe, et elle suit leur parcours, et en même temps, on apprend plein de choses sur ce qu'ils sont et sur ce qui leur arrive. Là, on change un peu de registre, on passe dans le documentaire plus sérieux qui va qui a un angle un peu plus vie en société, un peu plus social, un peu plus contemporain, avec ce livre Contre le harcèlement sexuel, Non c'est non, de Nadia Leila Aissaoui, illustré par Edith Caron, qui s'adresse aux adolescents. Et on a un deuxième livre qui est sorti là, qui s'appelle Harcèlement, comment dire stop. Donc le premier, c'était contre le harcèlement sexuel. Celui-ci de Karina Loire parle du harcèlement scolaire. Et ce sont des notions qui sont très émergentes, qui sont là. Celui-ci, on l'a fait après MeToo, et celui-là, le harcèlement scolaire, on en a beaucoup parlé aussi à cette rentrée avec le hashtag 2010. Et c'est vraiment quelque chose contre quoi on essaye de donner des outils à travers ces livres, qui se veulent un peu des livres avec des témoignages qui essayent de montrer que la personne n'est pas toute seule à subir ce qu'elle subit, et aussi des adresses, et aussi des sites internet. Et voilà, il faut donner des outils aux adolescents. Il était une fois la différence, c'est un documentaire sur l'histoire du handicap qui a été écrit par une archéologue qui est spécialisée sur ce thème-là, et où à la fois on découvre le travail incroyable que peuvent faire les archéologues pour nous raconter la vie autrefois, et où on apprend comment les handicapés étaient traités au fil du temps, et qu'ils n'étaient pas toujours mis à l'écart, ils étaient souvent au contraire traités mieux que les autres. Et puis on a aussi déployé beaucoup d'inventivité pour les aider. Il y avait des attelles, des prothèses qui étaient même dans des temps assez anciens, qui étaient utilisées. Il y avait des trépanations qui étaient faites aussi parfois. Bon, alors je ne sais pas quel résultat ça donnait, mais en tout cas, les hommes s'employaient déjà à essayer de trouver des solutions pour aider les handicapés. Et c'est un livre passionnant. C'est un documentaire, La vie c'est mortel, sur les rites et usages qui entourent la mort à travers les peuples et civilisations.
c'est passionnant. C'est aussi un moyen d'apprivoiser la mort. C'est aussi, on apprend aussi comment les hommes ont voulu ont voulu être prêts, parce que maintenant on s'est beaucoup éloigné de la mort. Elle est très présente, on en a très peur, mais on a de moins de, c'est tabou, et puis on a de moins en moins de rituels. C'est-à-dire que si on a une religion, à la limite, ça aide. Et quand il n'y en a pas, il n'y a plus de rituel, et c'est très difficile, justement. C'est perturbant. Et finalement, voilà, cet album montre à quel point on a besoin de ces rituels. Le livre du feu, c'est un livre qui vient de sortir, de Cécile Bedoin, encore une fois. Là aussi, c'est un thème qui est assez peu abordé dans le documentaire. On raconte là aussi le rapport entre l'homme, l'humain et le feu depuis la nuit des temps. Et on sait que c'est quelque chose de très, très important si on a lu La guerre du feu. Mais ça l'est encore. Et c'est aussi un peu comme la mort. C'est un peu parce que le feu peut aussi apporter la mort, mais il peut aussi apporter la vie. Et c'est ce que cet album essaye de montrer. Alors, on va passer au roman avec notre ami Jovitech, que je ne présenterai pas. Enfin, si, je referai un petit focus tout à l'heure. Avec cette nouvelle série, Le Clan des Cabossés, donc Petite Peste, le premier tome. Le Clan des Cabossés, c'est l'histoire, comme son nom l'indique, de quatre enfants qui vivent sur une ville au bord de la côte, et puis qui sont tous un peu mis à l'écart pour des raisons différentes. Alors, ils sont un peu tous cabossés, mais finalement, ils vont réussir à se rendre plus forts en s'alliant et en alliant leurs forces. Et Beurre breton et sucre afghan, c'est aussi un roman, c'est un nouveau roman, un roman d'une nouvelle auteure qui s'appelle Anne Rebinder. Et donc ces deux romans, c'est 10-12 ans. Anne Rebinder, elle écrit très très bien. On a encore d'autres choses prévues qui arriveront l'année prochaine. C'est une auteure qui travaille qui a une troupe de théâtre, dont j'ai vu un spectacle récemment de danse autour du hip-hop, et qui a écrit ce livre sur un thème actuel, puisque c'est l'histoire d'Afghans qui arrivent dans un village breton et qui sont plus ou moins bien reçus et acceptés. Et puis, bon, les deux enfants qu'on voit sur la couverture, Lily, le personnage, la narratrice, et puis son copain afghan vont lier connaissance, devenir amis, et les deux pères aussi, qui sont un peu tous les deux, vont se retrouver finalement à travers une passion commune pour la cuisine, et puis créer un food truck, d'où le titre. Donc voilà, c'est un roman sur la tolérance, sur le fait que regarder l'autre, c'est aussi essayer de trouver en l'autre ce qui nous ressemble, enfin ce qui peut nous lier. Je continue avec des romans ados qui sont qui sont un peu qui sont aussi représentatifs de notre catalogue. Mauvais sang, qui raconte l'histoire d'un adolescent, de Catherine Dabelli, qui raconte l'histoire d'un adolescent dont la famille est dont le père est d'un mafioso, et qui lui aussi va être entraîné là-dedans. Donc, ce n'est pas une situation facile à vivre. Nous sommes tout un monde de Justine Ogier, qui est un roman dystopique qui se passe dans un futur pas très, très lointain, où une catastrophe écologique fait que on est un peu obligé de vivre dans un endroit fermé, ne pas être trop en contact avec l'air, et quand on sort, on doit mettre une combinaison parce que sinon on pourrait mourir, dit-on. Voilà, ce sont aussi des préoccupations qui, à travers les romans qu'on publie, ces préoccupations sur ce que va être le futur, qui nous traversent et qui sont de plus en plus présentes. Je vous parlerai tout à l'heure d'un roman qui va arriver, Les Terres interdites, qui traite aussi de ce thème-là. Les derniers des branleurs, pris vendredi 2020. Là, c'est une plongée dans la tête
deux, trois branleurs qui vont s'adjoindre une assistante ou une aide pour les aider à passer leur bac. Moi, c'est un roman que j'aime beaucoup, dont j'aime le langage complètement percutant et qui, je trouve, renouvelle beaucoup le genre du roman ado et qui, pour moi, est aussi très intergénérationnel. Darling, c'est la série de Charlotte Herly et de Julien Dufresne-Lamy, où là aussi, on rentre dans le monde des ados sur un mode très proche d'eux, puisqu'il s'agit de leur rapport à Internet, leur rapport aux réseaux sociaux et de leur rapport entre eux à travers ces réseaux sociaux, et comment ça complique et comment quelquefois ça facilite et comment quelquefois ça crée des malentendus et comment ça crée aussi des mythologies. Voilà, donc ça c'est automne-hiver et on va sortir bientôt printemps-été. Tavrier, donc ça c'était aussi l'occasion de parler de la collection d'une seule voix qui est très importante aussi dans notre catalogue. Voilà, ce sont ces textes courts, en assez gros caractères, monologues qui permettent aussi de rentrer dans la tête des adolescents, dans leurs préoccupations, qui traitent de thèmes souvent intimes, souvent très forts, souvent très durs même. Puisque ça peut parler de suicide, ça peut parler de viol, c'est en général pas très très gai, je reconnais, mais ça fait aussi partie des préoccupations des ados et des choses voilà, dans lesquelles dans lesquelles ils peuvent vivre, et ça sont aussi des textes, je pense, qui aident à vivre. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, donc c'est le texte de Jo Vitek qui d'ailleurs est sélectionné dans la liste du prix Vendredi 2021. Donc Jo Vitek, elle est importante parce qu'elle parle de choses profondes. Elle parle de choses aussi avec une tonalité féministe que j'aime beaucoup, qui n'est pas pesante, mais qui est présente et qui est importante. Et là, bon, en parlant de cette jeune fille qui est destinée à être mariée alors qu'elle a 14 ans et puis qui n'a pas du tout envie, elle entre aussi dans une thématique qui existe en France aussi, même si son texte ne se situe pas forcément en France, et qui permet aussi de libérer cette parole et de rentrer aussi dans une révolte qui est nécessaire. Virginie Bloom, donc je pense que celui-ci, il est bien présent aussi dans les librairies, le texte de Joanne Richoux. C'est une histoire d'amour un peu particulière avec un jeune homme qui a 200 et quelques années. Il est très très vieux puisque c'est un vampire, et c'est pas si facile de vivre avec un vampire. Moi, j'ai pas essayé. Hein. Alors, je vais faire un petit focus. Combien de temps il me reste? 30 minutes. Oh, bah, ça va. Je vais faire un petit focus sur les auteurs parce qu'effectivement, pour nous, les auteurs, c'est notre... je ne sais pas comment définir les auteurs. Les auteurs, c'est à la fois, ce sont des gens, forcément, mais ce sont aussi pour nous un matériau. Alors, peut-être que les auteurs hurleraient s'ils m'entendaient parler, mais ce sont des gens avec qui on essaye d'entretenir des rapports sur le long terme, d'avoir plusieurs livres d'un auteur, de créer un univers avec un auteur, de créer quelque chose qui nous lie en tant qu'éditeur avec l'auteur. Et c'est tout le travail qu'on fait au jour le jour. C'est de savoir, d'essayer déjà de savoir ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis quand ils ont fait, qu'ils nous ont donné un peu une partie de leur travail, essayer d'en faire une matière qui devienne un livre, hein, qui devienne quelque chose. Et quelquefois, c'est juste une conversation, quelquefois, c'est juste une phrase, quelquefois, c'est juste une blague, quelquefois, une blague peut devenir un livre, une phrase toute bête peut devenir un livre, un mot peut devenir un livre. Et c'est ce travail, justement, qui se passe entre nous, cette interaction qui est entre nous et l'auteur, qui fait qui fait notre matière. C'est pour ça que je dis que les auteurs sont un matériau qu'on façonne, en quelque sorte. Alors, ils se laissent faire ou ils ne se laissent pas faire, mais je pense qu'ils se laissent faire avec
avec plaisir, même s'il y a parfois des confrontations, même si ce n'est pas toujours facile, hein, même parfois on se bagarre. Mais c'est enrichissant et c'est aussi ce qui fait que je ne sais pas s'il est possible de faire notamment, enfin de faire des albums notamment, enfin des livres pour enfants sans éditeur. Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Et donc, je commence par Jovitech. Donc voilà, j'ai essayé. Donc, il s'est chez nous plus consacré au roman pour adolescents. Bon, c'est plus effectivement son univers, mais elle a aussi fait des romans pour les 8-10 ans. Et à travers chaque roman, comment dire, c'est une plongée à chaque fois dans un univers particulier. Par exemple, voilà, Rêve en noir, voilà, on est dans l'univers des aveugles et c'est quelque chose qui est quand on est voyant, qui est difficile à appréhender. Et elle nous permet vraiment de rentrer là-dedans. Peur Express, c'est une espèce de thriller qui se passe dans un train et qui est effectivement assez terrifiant. Mais elle a cet art, voilà, qui est l'art du romancier, hein, tout bête, hein, enfin tout bête, c'est pas tout bête, parce que j'aurais bien pouvoir écrire comme elle, mais c'est cette façon qu'elle a de nous faire entrer dans un sentiment qui pour moi prime chez Jo. Et voilà, ça n'empêche pas d'avoir aussi de mélanger aussi tendresse et humour aussi pour les plus jeunes. Voilà, notamment dans Petit Pois Plume, qui est cet album que Charles Berberian a illustré, où là aussi on voit un peu ce qui est un rapport de force et voilà, ce qui est être fort, pas fort, qu'est-ce que ça veut dire. Et elle le fait avec beaucoup d'humour et de tendresse. Peggy Needle. Alors, Peggy Needle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure aussi. Elle renouvelle ses univers à chaque fois. Elle essaye et vous allez voir en 2022 un magnifique album qui s'appelle L'île aux oiseaux qui va paraître, où là, on change complètement d'univers, où voilà, quelque chose de très différent. Elle commence un peu aussi à écrire, comme elle l'a fait au Pays des cauchemars, parce que finalement, l'image ne porte pas tout. On a aussi parfois besoin d'un texte. Et chaque fois, c'est une immersion, c'est quelque chose qui est voilà, c'est un voyage, on peut regarder ça avant de s'endormir, et puis après, je pense qu'on fait des rêves super, même dans Au Pays des cauchemars. Et on peut aussi apprendre à compter, ce qui n'est pas inutile. Olivier Talek, donc je ne vais pas revenir sur les des arbres et des plantes qui restent à découvrir, ni tellement sur les Kikwa, parce que je pense que vous les connaissez. Mais voilà, c'était aussi important pour moi de montrer ce lien qui lie l'auteur et l'éditeur, voilà, à travers cette œuvre de Talek. Il y en a beaucoup des Kikwa. Voilà, il y avait aussi Louis Ier, le Blob qu'il avait écrit avec Joyce Ormond. Alors, Marion Achard, c'est une auteure de romans, notamment, de romans plutôt pour les plus jeunes, qui elle, explore avec beaucoup de sensibilité, avec humour, puis avec sa fantaisie aussi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie, qui vient du cirque. Et voilà, ça ressort aussi beaucoup dans son travail. Ce sont des romans qui se passent un peu dans la tête des enfants et comment s'organisent leur vie et comment ils gèrent leur rapport avec leurs parents, comment ça se passe à l'école, comment l'amitié aussi peut aider parfois. Voilà. Et puis aussi, on part aussi un peu
notamment avec Toumé, l'enfant élastique, vers des horizons plus lointains. Et on découvre des choses. Antoine Doll, donc ça c'est notre aussi, c'est notre version de Mr. Tan. Antoine Doll, vu à la télé, oui, il était vu à la télé. Donc là, j'ai mis en avant Quête Moche, qui est donc l'album de Magali, enfin illustré par Magali Lehuche, donc qui parle à la fois de harcèlement, mais aussi de comment on s'en sort. Comment on s'en sort avec son imagination, puis aussi avec en se disant mais je m'en fous complètement des autres, hein. Je me fous de ce qu'ils disent. Moi, de toute façon, je suis la plus forte et c'est pas grave. Voilà, c'est un album drôle pour se donner des forces. Et je pense que voilà, le travail d'Antoine, c'est ça, c'est aussi raconter comment, à travers des situations où on est un peu à l'écart, comment on se sort de ces situations, comment on se donne des outils, on se donne le moyen de s'en sortir et puis d'être soi finalement. Voilà. Et d'être soi comme le petit monstre du placard qui est à la fois cet alibi, mais un alter ego aussi, un ami invisible et puis un doudou. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut définir le monstre du placard. Et puis alors, quand il est amoureux, vous allez voir, ça dépote. Voilà, puis bon, Antoine a aussi écrit des romans pour Actes Sud Junior, donc ça c'est aussi une partie importante de son travail. D'ailleurs, il avait commencé par ça. Magali Lehuche, donc, qui vient d'illustrer Quête Moche, mais qui est aussi, donc là oui, on avait une couverture qu'elle avait illustrée, voilà, pour les petits, le doudou, et puis surtout Jean-Michel Le Caribou, qui est voilà, qui est notre héros préféré, qui est aussi, lui, décliné en dessin animé, et qui vit plusieurs aventures complètement loufoques, complètement comment dire, loufoque, drôle, décalé, voilà. Et puis chaque fois un peu inattendu finalement, parce que chaque fois on découvre des nouveaux personnages qui apportent quelque chose de plus à la narration et qui font que l'univers de Jean-Michel s'enrichit toujours de nouvelles choses. Et Vincent Mondiaux pour l'instant, courte œuvre romanesque, mais je pense une œuvre qui va être étoffée, notamment en 2022, avec un titre qui sera illustré, un peu proche du roman graphique et qui est très intriguant et très différent et voilà, qui va nous emmener un peu dans un autre univers. Joanne Richoux, c'est une auteure avec qui on travaille aussi depuis peu, comme Vincent. Voilà, ils sont arrivés il y a 2-3 ans dans le catalogue, mais ils prennent beaucoup de place dans ce catalogue maintenant. Ils deviennent des auteurs importants. Joanne, elle a un univers un peu trash, un peu de confrontation rude avec le réel, mais aussi qui emmène dans l'imaginaire, puis qui emmène aussi dans l'onirique, où on ne sait plus trop d'ailleurs si on est dans le réel aussi, enfin, on ne sait plus trop où on est d'ailleurs avec Joanne Richoux. C'est un peu son point fort. C'est qu'elle sait complètement déstabiliser à la fois ses personnages et déstabiliser le lecteur. Johanna, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec la couverture du nouveau titre, Mille et un poissons, qui a un univers très doux et voilà, il y a plein de petits détails, plein de choses à regarder et où le documentaire prend aussi une dimension assez narrative. Et c'est aussi ce mélange des genres sur lequel j'aime bien travailler. Éric Veillé, donc ça c'est un auteur dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui est aussi important pour nous parce qu'il a alors lui complètement, chaque fois qu'il nous envoie un nouveau projet, on est mort de rire. Et bon, je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Il n'a pas le lectorat qu'il mérite, Éric. Et je pense qu'il devrait, enfin tout le monde devrait connaître Lionel. Ça devrait être nécessaire. Tous les enfants devraient lire Lionel.
Voilà, au moins une fois par jour, ça leur ferait du bien. Ça serait bien pour la paix des familles, notamment. Et voilà, le dernier, c'est à moi. C'est voilà, bah, d'abord, on a changé un peu de format et de fabrication. Il est un peu plus grand et puis voilà, il est plus tout carton. Et puis, on a réédité donc les origines de Lionel, mon imagier après la tempête. En fait, c'est là que Lionel est né. Il est né dans mon imagier après la tempête. Voilà. Et c'est documentaire, faux documentaire et album, donc l'encyclopédie des mamies qui a aussi connu un beau succès. Et les albums, les 11 strass chaussettes, le bureau des papas perdus, maman à l'école. Encore, voilà, les secrets de l'école et tout sur le grand méchant loup. Pareil, c'est aussi un art de créer un univers dans le mode du documentaire, mais avec n'importe quoi, avec de la mythologie. Et c'est un peu ce qu'ont fait Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus avec cette encyclopédie des ogres qui, voilà, qui vient de sortir. Et là aussi, on récupère les codes du documentaire pour donner voilà, des informations scientifiques sur les modes de vie des ogres. Et voilà, donc tous les titres de Lionel qui sont, comment dire, qui sont à chaque fois des surprises. Le sapin de Lionel, par exemple, c'est quelque chose qui, moi, me laisse sans voix. Et qui, voilà, je sais pas, pareil, c'est un peu comme Talek, je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Éric Veillé. Je me demande à chaque fois. Mais c'est aussi le plaisir des éditeurs, c'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre et de ne pas chercher à comprendre parce qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre. Alors là, on change de registre avec Florence Pinault et le documentaire. Donc, j'ai voulu la mettre en avant parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Et donc, vous aurez dans les sacs son dernier titre, le zoo à microbes, qui est on visite le zoo des microbes. Alors, c'est un peu dommage parce que normalement, il devrait y avoir dans ces livres un petit filtre de couleurs, mais on vous les enverra après, qui permet de faire apparaître le texte et de faire apparaître les formes. Donc là, vous avez le coronavirus, notamment. Et donc, normalement, si vous passez le filtre, c'est comme dans Pyjamarama. Hein. Si vous passez le filtre, vous voyez la forme du microbe ou du virus qui apparaît. Et le texte aussi. Voilà. Et donc, on visite ce zoo comme on visiterait le zoo de Vincennes, hein, finalement. Et on découvre aussi, comme dans tout documentaire classique, on a des informations scientifiques sur les microbes et les virus. Sauver les animaux sauvages, c'est un titre sorti récemment aussi sur voilà, comment il est nécessaire, et c'est un sujet très d'actualité, de préserver la faune sauvage et comment elle est en danger dans beaucoup d'endroits. Et voilà, c'est un petit panorama ici de tous les documentaires qui m'ont été proposés par Florence, parce qu'on travaille beaucoup comme ça sur une base de discussion. Elle donne une idée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, chaque fois, j'essaye de lui dire oui, mais comment tu veux l'aborder? De quelle manière? Quel est ton angle? Et c'est comme ça qu'on arrive ensemble à construire ces documentaires. Stéphane Kiel, alors lui, c'est un couteau suisse. D'ailleurs, il est suisse. Ah non, il est alsacien, pardon. Sa femme est suisse. Et lui, il sait tout faire. Il sait tout faire et voilà, il fait aussi bien de la petite enfance que du documentaire, que pour le 30 jours au Groenland, que de la bande dessinée, que ce magnifique album de Pierre Ducreuset et Juliette Canet-Page, Je suis au monde. On peut tout lui demander à Stéphane. C'est ça qui est bien. C'est que voilà, il a un style graphique qui est à la fois très personnel et à la fois qui s'adapte au genre, au texte et au lecteur. Et c'est vraiment très intéressant de voir aussi la façon dont il travaille. Mais énormément de temps avant d'envoyer une première image. On attend, on ne voit rien arriver, mais on sait que ça va arriver. Et puis quand ça commence à arriver, pouf, c'est comme si une vanne avait été ouverte. Et puis là, tout le livre se déroule, tout le livre arrive.
Et chaque fois, on est ébloui, c'est magnifique. On se dit, ah bah oui, mais chaque fois, c'est mieux que la fois précédente. Et c'est incroyable, malgré tous les doutes qu'il peut avoir au départ, parce que Dieu sait qu'il en a, le résultat nous surprend toujours. Et c'est vraiment aussi ça, c'est un plaisir d'éditeur de travailler avec des gens comme ça. Voilà, donc ça, c'est les tout cartons pour les petits. Des documentaires, alors là, vraiment dans un style graphique très différent aussi, pour les plus grands. Et Fleur d'Auger, donc c'est aussi une auteure de documentaires. Elle est éthologue de formation. Elle a été journaliste aussi scientifique. Elle est curieuse de tout. Moi, j'aime beaucoup Fleur parce qu'elle ne travaille pas seulement chez Actes Sud Junior, mais elle a cette curiosité sans jugement qui lui permet de s'intéresser à beaucoup de thèmes. Elle a beaucoup de... Voilà, là, le dernier livre qui a été illustré par Sandrine Thomen, c'est Le réveil des volcans, qui va sortir en novembre et qui voilà, nous emmène dans cette blablabla. Qui nous emmène à la fois dans les légendes qu'il y a autour des volcans, mais aussi dans les aspects scientifiques qui sont derrière ces phénomènes-là, et puis aussi comment les gens qui vivent à côté des volcans, comment ils font, comment ça se passe, comment c'est de vivre à côté d'un volcan. 30 jours au Groenland, pour revenir un peu là-dessus, c'était un livre c'était une expérience qu'elle avait faite, qu'elle est partie en résidence sur un bateau, une résidence d'artiste au Groenland, et au retour, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu en fasses un livre, parce que c'est intéressant aussi, cette résidence lui a permis de découvrir le mode de vie des Inuits. Il y a eu des relations qui ont été établies entre les gens qui étaient sur le bateau, les artistes, et puis les villages à côté. Et donc, elle a raconté tout ça. Et voilà, cette expérience me paraissait intéressante à vivre parce que c'est à la fois une aventure, c'est quelque chose qu'on a tous un peu envie de faire. Et puis, c'est quelque chose qui nous aussi nous emmène vers l'ailleurs. C'est aussi un moyen. Et puis, on a pris la forme de la BD qui était aussi un peu nouvelle pour nous dans le documentaire, qui nous permettait d'entrer dans une narration, dans une histoire. Et c'est voilà, avec des pauses documentaires. Et ce travail-là a permis vraiment de restituer, je trouve, très bien, même si Stéphane Kiel a été très frustré de ne pas y avoir été, ce qui s'est passé pendant ces 30 jours. Et voilà, je vais faire aussi un peu un stop sur les yokai parce que Fleur d'Auger aime beaucoup le Japon et que ce thème des yokai, elle m'en avait parlé depuis longtemps. Donc ces monstres des mythologies japonaises qui font aussi beaucoup partie de la vie quotidienne. Et c'est un livre qui est important, qui a été aussi pour Sandrine Thomen très important parce qu'elle était partie vivre au Japon. Et voilà. Ah bah oui, ça tombe bien, j'ai presque fini. Et puis, voilà, donc c'est aussi représentatif de l'éclectisme du travail de Fleur d'Auger qui, même si elle aime beaucoup les animaux, elle part aussi elle part aussi facilement dans d'autres univers. Voilà, notamment celui de Harriet Tubman qu'elle raconte dans Libre. Donc c'était cet esclave qui avait mis en place un réseau de libération enfin, elle s'était libérée elle-même et puis en plus elle avait aidé les autres à se sortir de l'esclavage. Et voilà, là aussi on a trouvé une forme un peu différente avec le travail d'Olivier Charpentier. Et voilà, on a la conclusion. C'est notre stagiaire qui a. Voilà. Eh ben merci. Merci pour votre écoute.